Donc, troisième table ronde de l'après-midi, la quatrième a lieu en parallèle et après nous aurons terminé la journée, la première journée. Donc je vais d'abord présenter peut-être le thème de cette table ronde, le projet de sol qui vient en écho à la précédente. Le projet de sol, donc à la fois ses enjeux, on pourrait dire peut-être, et les difficultés à le mettre en œuvre. On a vu dans la précédente table ronde la manière de déjà identifier un peu les différentes qualités, caractéristiques du sol. Il nous intéresse dans cette seconde table ronde davantage de se poser la question comment faire finalement. Un certain nombre d'enjeux liés à la transition écologique, à la fois d'une meilleure maîtrise de l'urbanisation. On parlera demain du zéro artificialisation nette, sont de fait bien identifiés aujourd'hui par nombre d'acteurs. Mais on peut se poser la question dans quelle mesure et comment ces enjeux sont-ils relayés dans les discours et comment est-ce qu'ils trouvent finalement aussi atterrissage dans des cadres opérationnels où la tentation, évidemment, est peut-être souvent davantage de maintenir des logiques en place, des habitudes, des formes d'organisation politique et de sectorisation notamment. Alors, quelles limites, quelles difficultés, quelles sont les méthodes pour dépasser ces sectorisations? Quel passage finalement de la théorie au législatif et à l'action? La question du projet de sol, elle a bien évidemment été largement amendée par Bernardo Secchi à partir des années 80 pour un urbaniste qui finalement proposait de s'appuyer effectivement sur les qualités du sol pour faire projet, pour faire territoire. Et puis on pourrait relayer aussi cette question du projet de sol à la pensée de Vittorio Gregotti et notamment ses écrits sur la forme du territoire qui ont été par ailleurs récemment traduits et rediscutés dans le cadre du numéro 5 de la revue Marne, je crois que c'est le numéro 5, qui a republié et commenté donc, le texte fondateur de Gregotti qui date de 66, je crois. Donc quelle réalité effectivement en prise avec ces impératifs environnementaux actuels de la notion de projet de sol. Cette table ronde devrait nous permettre, on l'espère, d'interroger les formulations, les enjeux et les obstacles à sa mise en place. Donc pour cette table ronde, nous avons 3 intervenants et un témoin. La première invitation que nous avons lancée est celle faite à Alexis Gilbert, qui est à ma gauche, qui est architecte urbaniste, qui est doctorant en art de bâtir et urbanisme à l'université de Mons. Sa thèse en cours s'intitule « La ville productive, un nouveau paradigme pour le projet urbain ». Donc c'est un travail qui a débuté en octobre 2018 dans le cadre d'un partenariat entre l'université et la ville de Mons et qui propose une étude de cas s'opérant notamment dans un contexte particulier défini par la fin d'artificialisation des sols et l'avènement d'une pensée environnementale. Le deuxième invité que nous accueillons est Georges. Nous accueillons plutôt Mathieu Delorme qui représente Georges. Georges est une agence d'urbanisme, de paysage et d'architecture qui conçoit la transformation écologique de la ville et des territoires. L'agence accompagne les acteurs privés et publics de la stratégie urbaine à la maîtrise d'œuvre. Les racines grecques de Georges, géo, la terre, et ergos, le travail, évoquent la posture de votre atelier. Georges est le laboureur qui ouvre et prépare la terre pour sa mise en culture et le concepteur qui développe les méthodes et les outils du projet. Vous avez été distingué en 2014 au palmarès des jeunes urbanistes. Et nous avons avec nous plus particulièrement Mathieu Delorme, qui est associé et cofondateur de l'atelier et qui est par ailleurs enseignant à l'ENSA Paris-Est notamment, mais qui enseigne aussi dans d'autres établissements. Avec nous, nous avons aussi Claire Thévenot, qui est maire de Puceul, une commune de Loire-Atlantique, également présidente de la communauté de communes de Nozay en Loire-Atlantique, qui est une intercommunalité à mi-distance entre Nantes et Rennes et qui donc subit la pression foncière de ces deux métropoles et qui a fait le choix de sortir d'un périmètre SCOT pour se saisir de son destin. En 2019, elle répond à un projet dans le cadre des ateliers de territoire
et s'implique dans le programme Réinventer Rural, dont on va parler tout à l'heure, qui est une démarche territoriale visant à proposer des manières innovantes d'habiter sur ces terrains, sur ces territoires, et qui donc a été accompagnée par Georges dans le cadre de cette démarche. Et nous avons aussi un invité que nous encourageons à intervenir dans le cadre des débats et des questions, qui est Antoine Vial, qui est dans la salle et qui est intervenu ce matin en séance plénière. Donc ces invités vont nous permettre d'explorer des questions pratiques de mise en œuvre du projet de sol, les enjeux, les difficultés et les résolutions, à travers des situations assez concrètes. Donc le territoire auxerrois, donc je ne sais pas, Georges, si vous allez en parler, mais le territoire auxerrois du coup, le territoire de Nozay, et puis la situation de Mons en Belgique. Comme pour la première table ronde de cet après-midi, nous avons distingué, défini des thématiques pour organiser les questions que nous avons préparées, mais aussi que vous allez, nous l'espérons, poser. Donc la première thématique concerne la pédagogie des sols. La deuxième thématique s'intéresse plutôt au jeu d'acteurs à ses multiples échelles, au rouage du transcalaire et à la résolution pluriéchelle du projet d'aménagement. Et ce sera la dernière thématique, puisque nous n'en avons que deux. Voilà, je pensais qu'il y en avait une troisième. Non, on a dû se dire que la dernière table ronde, oui, fallait qu'on soit plus concis. Voilà, et on s'est dit aussi que la résolution du projet transcalaire était déjà un gros morceau, donc ça suffisait. Du coup, on va vous laisser présenter vos contributions en 10 minutes chacun. Si vous y arrivez, ce serait bien. Je vais juste repréciser peut-être qu'Antoine Vial, qui est invité comme témoin là, dans cette table ronde, a présenté ce matin donc, une contribution. Donc Antoine, il est architecte urbaniste. Il conduit un travail de recherche à l'EPFL sur la question des sols urbains. Et sa contribution de ce matin, j'en redonne le titre, hein, Nos sols communs vers un projet de sol pour la régénération de la ville-territoire, avec en appui l'exemple du plateau ouest lausannois. Donc voilà, c'était pour juste insister sur la cohérence de cet invité par rapport à notre thématique. Donc c'est plutôt Alexis, je crois, qui va commencer. On vous laisse la place, Alexis, et puis nous on se déplace, comme ça on pourra mieux voir aussi votre présentation.
c'est de se poser la question on a compris que le sol est un objet, un support de récit, il est très important à être pris en compte, mais maintenant c'est comment on fait, comment on atterrit en fait. Comment atterrir, c'est la question un peu du confinement. Donc, comment on fait? Et il s'avère que la première étape pour nous, c'est ce qu'on appelait les mots du sol, alors MOT, puisque en fait on s'aperçoit que le sol comme un agent de transformation de l'espace, il est toujours latent derrière un projet, dans la tête de certains élus, mais sans forcément l'exprimer très clairement. Donc il y a plein de mots, d'expressions, d'échanges que l'on a avec les acteurs du territoire, où le sol est derrière, même derrière de la commande publique. Il nous parle des questions des problèmes de l'eau, donc les mots MAUX, on nous appelle parce qu'il y a de l'inondation, il y a des mouvements de terrain, il y a des problèmes d'eau polluée, par exemple. Et en fait, on s'aperçoit qu'en discutant un peu plus, en allant un peu plus en amont, on voit que c'est des questions de sol, en fait, qui nous est posée sans nous le dire directement. Et donc, c'est pour ça que mettre des mots, ça a été un peu notre première étape. Et une des façons dont on l'a fait, ça a été notamment dans le cadre de l'atelier des territoires qui s'intitulait « Faire de l'eau une ressource pour l'aménagement ». Et donc, on nous appelait dans le Grand Auxerrois. Le Grand Auxerrois est Lyon-Médian. Donc, dans Lyon, on a dit, voilà, on a plein de problèmes. Vous allez travailler avec les élus pour trouver des solutions, trouver des coopérations possibles, des solidarités possibles à l'échelle territoriale pour résoudre, en tout cas engager le territoire vers une résolution. Et donc là, par exemple, ces 3 cartes, c'est les 3 problèmes qui nous ont été posés. Ils ont des problèmes de sécheresse. Donc on a regardé au niveau de la Caisse centrale de réassurance le nombre de reconnaissances de catastrophes naturelles en lien avec la sécheresse depuis 1982. La même chose sur les questions d'inondation, la même chose sur les questions de pollution. Et quand on regarde là où sont les problèmes, donc quand c'est enfoncé, c'est là où il y a le plus de demandes auprès des assurances, donc le plus de difficultés. Quand on regarde, on voit que ça se superpose avec la nature des sols, en fait, tout simplement. Une nature qu'on a pris de façon grossière aussi. On n'est pas resté dans tout le détail des sols, mais de manière géologique, on s'aperçoit que quand le sol est imperméable, avec beaucoup d'argile, c'est là où il y a le plus de phénomènes de sécheresse, parce que l'eau reste en surface et est évacuée très vite et ne percole pas, ne reste pas sur le territoire. Quand on est sur des sols alluvionnaires, au fond des vallées, près du lit majeur des fleuves, c'est là où il y a le plus de problèmes d'inondation, c'est très logique. Et quand on est sur un sol plus poreux, qui sont sur les plateaux au nord et au sud d'Auxerre, c'est là où il y a le plus de problèmes de qualité de l'eau, puisque dans les nappes souterraines à ce niveau-là, avec une agriculture intensive et beaucoup d'espace pour la vigne aussi, c'est là où ça concentre un peu les problèmes. Donc, c'est ce qu'on a fait avec eux, avec les élus, c'est déjà de représenter leur territoire avec une certaine caractérisation par les sols et donc de retrouver des solidarités, des coopérations. Certains élus qui partageaient le même type de sol, dans ce qu'ils faisaient de bien, pouvaient être reproduits avec pertinence dans d'autres communes. Et pareil, sur le plateau, certains élus qui avaient travaillé avec les viticulteurs sur des bandes enherbées, des façons de ralentir l'eau, de filtrer l'eau, pouvaient aussi être utiles à d'autres communes qui avaient le même type de sol. Et donc ça, on arrive sur des grandes cartographies où on essayait de montrer le visible et l'invisible, donc tout ce qui est les nappes souterraines, les champs captants. On essayait de représenter le sol pour en trouver en fait des pistes de projet et mobiliser les élus sur ces pistes de projet. Donc forcément, c'est pas les mêmes limites administratives que celles que l'État essayait de leur faire, avec lesquelles il voulait qu'ils se regroupent. Mais bon, en tout cas, on essayait de trouver une cohérence tout ça. Et donc ça, c'était une première chose. Donc c'est sur les mots. Puis après, il y a tout le temps ce qu'on appelle réactiver une connaissance. Quand on allait se balader avec les élus nous racontaient l'histoire de leur sol. Il y en a certains qui sont agriculteurs encore, donc ils savaient parler des sols. C'est juste qu'ils ne le mettaient jamais dans des réunions, si vous voulez. Donc là, on visite, on discute, on essaie de faire des cartographies qui accueillent l'expérience et ces différentes connaissances que les acteurs du territoire ont de manière très fine. Et puis après, bien sûr, il y a toute la littérature. Donc relire une littérature qui accompagne, qui raconte comment le sol a été transformé progressivement. Et donc on a des éléments sur lesquels s'appuyer.
Et puis après, c'est la dernière partie là, avec les photos que vous voyez là, c'est quand on expérimente. Là. La première, c'est une photo avec les étudiants en tant qu'enseignant, on va avec une tarière regarder à côté de l'école à quoi correspond le sol sur lequel on travaille. Et puis ça, c'est issu d'un projet où on a travaillé à Champ de Manœuvre à Nantes, justement sur toutes les terres excavées liées au projet urbain. En fait, il y a eu toute une démarche avec un bureau d'études spécialisé pour qualifier le sol, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire au lieu de l'évacuer, qu'il parte, qu'est-ce qu'on pouvait en faire sur place. Avec un artiste, notamment, qui a commencé à travailler avec le sol du site et qui a reconstitué un peu un système qui fonctionnait sur le territoire, de terre qui s'appliquait sur du bois comme ça, et dès que c'est percé avec la pluie, ça se rebouche. Enfin, c'est quelque chose qui a été utilisé pendant des siècles pour se protéger et qu'on essayait de remettre à jour sur ce projet. Et donc voilà, donc ça c'était notre façon d'aborder par l'écoute, la relecture et l'expérimentation. Et ensuite, ça a été un peu notre constat sur comment comment on est en projet avec du sol. Donc faire avec et voir faire autrement. Alors, le sol, quand on est urbaniste, architecte, paysagiste et qu'on fait du projet, le sol, c'est réduit à 3 éléments dans toute la mécanique de transformation, tous les outils dont on dispose. C'est combien ça coûte, donc quel est son prix. Et ce prix, il est relié à 2 choses. Il y a le droit d'usage, donc qu'est-ce qu'il est permis de faire sur un sol. Un PLU dit ici c'est une zone agricole, c'est une zone à urbaniser. Donc ça donne une valeur, ça donne un prix au sol en fonction de son usage. Et puis à qui ça appartient. Et donc, ces trois fonctions du sol, c'est celles qu'on utilise dans les outils de l'urbaniste, les bilans d'aménageurs, les bilans promoteurs, les bilans investisseurs. C'est avec ça qu'on travaille et qu'on fait du projet, qu'on finance le projet. C'est comme ça qu'on extrait nos honoraires de maître d'œuvre, si vous voulez. Donc, c'est le sol, pour nous, on appelle ça le triangle opérationnel. C'est le sol comme foncier, et c'est lui qui a dessiné, qui a créé tous les outils de l'aménagement d'après-guerre, c'est-à-dire on est efficace, voilà. Alors que le sol vivant, qu'on qualifie comme vivant, donc maintenant que l'on sait regarder un peu autrement, c'est un sol qui a beaucoup plus de fonctions. Il y a un sol filtre hydraulique, réserve de biodiversité, ça filtre la pollution, ça a des qualités et des fonctions pour nous nourrir, c'est une réserve de matériaux, c'est une captation de carbone. Donc on a d'un côté le triangle, qui est celui auquel on se confronte tous les jours, et de l'autre côté, on a l'étoile, avec ses 8 branches, qui est celui vers lequel on aimerait aller en projet. Mais pas d'outils, ou très peu, qui nous aident à faire ça. Et donc là, je vais vous présenter trois démarches où on essaye de tordre ce triangle-là. On essaye de le tordre un peu pour qu'il ressemble de plus en plus à une étoile, mais on n'y arrive pas tout le temps. Ce n'est pas des démarches qui marchent à chaque fois. La première, c'est ce qu'on fait à Champ de Manœuvre. Donc, Champ de Manœuvre, c'est une ZAC, une zone d'aménagement concerté de 50 hectares au nord de Nantes, pour créer 1800 logements. Donc, c'est quand même très important. Et avec l'aménageur, donc l'aménageur qui est Nantes Métropole Aménagement, donc celui qui a acheté le foncier, qui aménage, qui structure en petits morceaux et qui sont revendus à des promoteurs ou des bailleurs. Donc c'est avec l'aménageur public où on a posé la question du sol, puisqu'en général c'est quelque chose qui se fait, on sait qu'à un moment donné, il y aura des terrassiers qui viendront, c'est plutôt les entreprises, ils évacueront le sol, puis il y en aura un autre qui viendra, on ne sait pas très bien d'où ça vient, on ne sait pas très bien où ça va. Enfin, c'est toujours un peu c'est un impensé, un peu cette mécanique de gestion du sol, ou en tout cas que quand on parle à Champ de Manœuvre, quand on parlait du sol, c'était traduit en matière à transporter, quoi. C'était de la logistique. On évacue très vite, quand il y a un peu de pollution, on évacue, et on en ramène. Et donc, c'est le sol représenté comme flux de matière, quoi. Et donc, c'est là où on s'est dit, on va essayer d'être un peu plus dans ce flux de matière que personne ne maîtrise, personne ne veut mettre le nez dedans, personne ne le fait en tout cas. Comment faire pour faire un peu plus projet? Donc, on a essayé de regarder le prix des choses, combien le décapage et l'évacuation c'est 5 € du mètre cube à peu près, c'est ce que ça coûte. Et après, pareil, pour l'achat de terre végétale qui revient, il y a un certain coût. Et donc, on s'est dit, si on travaillait un peu ensemble, donc là, il y a eu tout un système un peu de conventionnement entre tous les promoteurs,
l'aménageur, la collectivité, on s'est tous mis autour de la table, on dit au lieu de laisser chaque opération gérer son sol, le sol part, un autre sol revient, surtout souvent c'est des sols fertiles qui reviennent, donc c'est du vol de terre agricole, hein, si vous voulez, c'est carrément ça, parce que bon, on l'achète à un prix qui ne vaut pas du tout son prix aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus cher en vrai, mais on ne met pas encore le bon prix sur les choses. Mais bon, voilà. Et donc on s'est dit, tout le sol, au lieu que ça parte, il va rester sur place, et donc c'est ce qui s'est fait, parce qu'on avait de la place à Champ de Manœuvre, il y avait de la place, il y a des problèmes toujours de place, on l'a stocké, et tous les promoteurs se sont engagés à réutiliser ce sol après une période de fertilisation à un prix fixe. Donc le prix est connu de tout le monde, donc il n'y a pas de... On ne sait pas... Non, le prix est connu et c'est géré par l'aménageur, donc avec un prix fixe. Donc ça crée un nouveau paysage sur le site de stockage du sol. Ensuite, on fait des semis d'engrais, on le fertilise et ensuite il est réemployé. Donc il ne s'en va pas, il ne revient pas, il reste sur place. Et donc ça a été une façon dont on a essayé d'aborder les choses. Deuxième, on va dire, grande représentation du sol, le sol, c'est une couche de terre. Voilà, qu'on finit un projet, on rajoute de la terre fertile et puis on n'en parle plus. Et donc ça, c'est comme ça en général qu'est pensé. Là, c'est la petite coupe. C'est le sol, c'est une petite couche de terre. Et puis on l'agrandit en faisant des fosses de plantation pour mettre des arbres, parce qu'on sait quand même les arbres ont un système racinaire un peu plus important, donc on rajoute un peu plus de sol correct. Mais voilà, c'est juste quelque chose. Voilà, c'est cette terre fertile qu'on va acheter ailleurs et qui se met sur des remblais parce qu'il a été excavé, parce que c'était un sol pollué par exemple. Donc là, on a excavé 2 mètres et on met du remblai, puis un petit peu de sol fertile, puis on n'en parle plus. Et donc là, c'est quelque chose qu'on a fait différent à Saint-Ouen, où on a reconstitué, en fait, on a travaillé le sol non plus comme une couche superficielle, mais comme une structure profonde. Et donc, sur les marnes naturelles, on est parti il y avait déjà des remblais sur le site, mais on a reconstitué, on a trié les marnes sur place, on a reconstitué un limon d'apport. Alors c'est apport ici. Et ensuite, ce limon d'apport, on l'a fertilisé avec des amendements organiques de type compost par exemple. Et donc, on a recréé toute une structure de sol qui permet à des milieux naturels en tant que paysagiste, parce que là, c'est un cœur d'îlot. C'est un lieu où il y a des usages, il y a des jeux d'enfants, il y a des jardins, il y a des potagers. On a reconstitué un sol qui, dans le temps, sera capable de gérer des problèmes climatiques, par exemple, des vagues de chaleur, parce qu'il est structuré en profondeur. Et donc le système racinaire, il est plus comme dans un pot, il est beaucoup plus libre d'aller là où il veut, et donc on a une végétation plus résiliente à la fin, qui sait réagir. Donc voilà, ça c'est une des façons de faire. De la même façon, on a travaillé aussi avec des sols de qualité moyenne, qualité agronomique moyenne, en disant que c'est pas grave, ça crée un autre paysage, ça crée pas le jardin avec des fleurs, ça crée un autre type de paysage avec des essences qu'on appelle pionnières qui viennent. Chaque sol a, même s'il est un peu diminué dans ses fonctions, il a quand même une fertilité que si on a un peu de temps, on peut lui redonner une fertilité intéressante. Mais il faut prendre le temps et il faut qu'on accepte esthétiquement ce genre de choses. Ça, c'est un projet qu'on propose là en ce moment. On espère d'être retenu pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais voilà, on utilise la force du végétal avec certains qui savent s'installer dans des milieux plutôt hostiles. Et si on se donne 10-15 ans, on peut commencer à imaginer reconstituer un sol sans aller acheter du sol très bon, mais qui vient d'ailleurs. Donc en partant sur place, sur une plateforme, ça c'est sur une plateforme industrielle à la frontière de Luxembourg. Et enfin, le dernier exemple, on a essayé un petit peu de tordre le triangle aussi, c'est la question du premier inventaire rural, où la question était 7 communes qui sont restées à une taille maîtrisable, dont les élus avaient envie de lancer un peu, de réfléchir sur le périurbain, sur les formes urbaines qui s'installent chez eux, et donc qui avait lancé un atelier des territoires et qui s'était dit comment on fait de l'habitat qui change, comment on fait pour revitaliser nos bourgs, les faire vivre en étant... comment on rencontre des gens aussi qui savent faire ça, parce qu'on est un territoire entre Rennes et Nantes, donc il y a de la demande, mais en même temps on ne sait pas avec qui travailler, on n'a pas les idées très claires, mais on a envie de faire différemment. Et donc là aussi, c'est une question très simple aussi d'extension urbaine en partie, de renouvellement urbain. Et donc là, on a mené on mène encore une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage où on a sélectionné avec les élus sur quel foncier on allait, chaque commune allait pouvoir construire son avenir.
Est-ce que c'est des fonciers de cœur de bourg en renouvellement, en réparation? Est-ce que c'est des fonciers d'extension? Et donc, chaque commune avait ses problématiques. Et quand une commune proposait un site en extension urbaine, donc sur des terres agricoles, qui était au PLU, enfin, on essayait, ça c'était un test, de le mettre en binôme avec un autre site qui était plutôt de la réhabilitation ou de la rénovation au centre-bourg. Par exemple, ici, vous avez la commune de Saffré, avec ces grandes parcelles qui étaient donc à urbaniser. Et donc on s'est dit, ok, ça a du sens, c'est proche de la ville, on est tout proche du centre-ville, c'est prévu d'être urbain. Ok. Par contre, on va essayer de trouver un opérateur qui étend la ville ici, mais en même temps, dans la même économie, avec une péréquation, rénove la partie de l'ancienne école, on ne sait pas trop quoi en faire, voilà, en lien avec un espace public qui peut être qualifié. Du coup, ce binôme de sites pour essayer d'optimiser un petit peu les choses. Bon, ça n'a pas très bien marché, le système de binôme. Mais bon, ça a été quand même une tentative en essayant de se dire, voilà, il y a de l'extension, mais on essaye aussi de... Voilà. Donc ça, c'est des manières un peu simples des préoccupations qu'on essaye de mener à l'agence d'équilibrer les choses. Donc là, c'était 3 exemples, Puceul, Saffré et Tréfieux. Mais voilà, je ne détaille pas plus, c'est parce que je crois que j'arrive à la fin des 10 minutes. Donc voilà, donc tout ça pour, en conclusion, se dire que pour l'instant, le sol foncier qui est un peu... Parce qu'un élu, il y a Nozay, sur la communauté de communes de Nozay, c'est des questions très concrètes, le prix des choses, on a essayé de parler du prix, le droit d'usage, donc qu'est-ce qu'on en fait, et le droit de propriété, ça a été, on parle toujours de ça, et souvent exclusivement de ça. On a les outils pour travailler dans ce sens-là, mais quels sont les outils qu'il nous manquent, quels sont les mécanismes, les systèmes comptables, les indicateurs pour pouvoir travailler un sol dans toutes ses fonctions et qu'on puisse continuer à aménager nos sols et à faire attention à eux. Voilà. Merci Mathieu pour ce caractère démonstratif. Peut-être Antoine, tu peux nous rejoindre ? Alors, on avait mis effectivement comme première thématique la question de la pédagogie des sols. Alors, on en a quand même beaucoup parlé lors de la première, finalement, je me rends compte, table ronde. Mathieu, là, tu nous expliques assez bien comment, peut-être dans le territoire auxerrois, vous faites ce travail finalement fort de pédagogie qui, j'imagine, pour vous, crée les conditions d'un projet de sol sans doute plus attentif et plus juste par rapport à ce qu'il s'agit de faire. Mais vous n'en êtes pas là, puisque je pense que c'était plutôt une étude qui visait à révéler tout ça. Et effectivement, je vous remercie d'avoir mis plutôt l'accent sur comment effectivement vous vous efforcez. Alors, je ne sais pas s'il faut y revenir, parce que je pense que vous avez été assez clair, mais sur finalement, il y a un caractère, on voit bien, très vertueux dans l'étoile, qui identifie une somme de paramètres, d'enjeux bien partagés, puis une forme de trivialité du triangle avec lequel on est obligé de composer, et comme vous nous le dites, que vous essayez de tordre. Alors voilà, je pense effectivement en tant qu'architecte, très souvent, on est amené aussi à faire des choix sur finalement quels sont les leviers qu'on peut activer pour essayer de modifier une commande, un programme initial ou une manière d'agir. Et peut-être que, comme on est aussi avec... alors je ne sais pas si ça a été dit par Frédéric lors de la présentation, mais votre mission, finalement, je pense... Enfin, tu me corriges si ce n'est pas le cas, mais avec la communauté de Nozay, ça a plutôt été une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ces 7 communes. Alors peut-être que j'ai envie de par rapport à cette... on a bien compris, c'est qu'ils ont de l'étoile et des triangles, mais peut-être revenir sur Nozay et nous représenter peut-être le contexte de ce réinventé rural. Et tu donnais l'exemple de Saffré, mais peut-être qu'on peut évoquer celui de Puceul, puisque Madame Thévenot est avec nous. Qu'est-ce qui a pu être fait à Puceul pour tordre ce triangle ? Je commence rapidement, mais je vais laisser rapidement la parole. Mais oui, sur les 7 communes de la communauté de communes de Nozay, il y avait 3 communes où on a travaillé en binôme, avec des sites en binôme, donc Saffré, Puceul et Tréfieux. Et donc à Puceul, c'était intéressant parce que le site principal de Puceul, c'est un site justement en plein cœur de bourg, à justement restructurer. Et le site en extension, il était beaucoup plus petit,
il était un peu en marge de la commune, du centre-bourg. Et c'est vrai que une des premiers échanges qu'on avait eus justement sur le premier inventaire rural, c'était sur quelle parcelle, à quel endroit on avait cherché. Il y avait plein d'hypothèses à quel endroit on pouvait transformer, faire un projet, appeler des jeunes équipes ou des opérateurs à travailler. Et ça a été un long cheminement pour se dire, est-ce que c'est juste un aménagement d'une parcelle ou est-ce que c'est la question de se poser la question, c'est quoi le bourg, c'est quoi ses limites, c'est quoi sa vie demain, et quelle est l'échelle pertinente en fait. Donc d'une recherche foncière, on est très vite arrivé à comment on peut se poser des questions, intéresser d'autres élus qui étaient loin de l'aménagement, nous-mêmes nous poser des questions, quels services on veut dans nos centres-bourgs, qu'on veut garder. Et donc je trouvais que c'était à Puceul, ce qui a le plus marché, c'était ces questions, de se poser la question en partant d'une recherche foncière. On arrive à presque quelle est notre stratégie, quelle est notre envie, notre vision aussi commune que l'on veut mener dans les prochaines années. Et j'ai l'impression que là où on en est aujourd'hui, une équipe a été sélectionnée, a travaillé, dans le cadre de ce réinventaire rural, a travaillé et travaille encore. Et ça fait émerger encore plus de questions. Et maintenant, là, c'est de savoir justement où atterrir aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des questions de projets qu'il faut stabiliser, de périmètre à calibrer, de temporalité à stabiliser, et puis de financement aussi. Et donc, c'est vrai que ça a été assez riche, c'est-à-dire on part du sol, du foncier, puis on arrive sur des questions tout simplement de programme politique, presque. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion effectivement de contribuer à ces échanges, à vos travaux bien évidemment. Et merci de mettre en avant, on va dire, un cas concret. Plus particulièrement au niveau de la communauté de communes, en l'occurrence, ça a vraiment été une démarche, quand même, je souhaite y revenir un petit peu, mais ça a été une démarche collective. On est sur un territoire où, effectivement, on a la chance de pouvoir disposer du foncier, peut-être pas toujours en propriété au niveau des communes, parce que ça se fait dans le temps, et puis certaines avaient peut-être plus de chance que nous, en l'occurrence que celle de Puceul. Je pense à Saffré qui avait eu l'occasion par le passé d'acheter un château avec 80 hectares de terre attenante. Donc évidemment, ça leur laissait une certaine liberté en termes d'aménagement, ce qui n'est pas toujours facile à faire parce que la commune de Saffré, on est 16 000 habitants aujourd'hui sur le territoire de la communauté de communes. On est la plus petite communauté de communes de Loire-Atlantique. Donc on est un petit peu à part sur ce grand département de Loire-Atlantique. Seulement 7 communes. La commune de Saffré, c'est 4 000 habitants, à peu près du même niveau que la commune de Nozay, la commune, on va dire, centre. Et puis, des niveaux de communes, 2000 habitants pour 3 d'entre elles, et Puceul, c'est 1100 habitants, et Tréfieux, c'est 800, quasiment 900 habitants. Donc ça vous donne un peu une idée du territoire tel qu'il est réparti. Et nos difficultés, ce qui remontait depuis longtemps, c'est que ce foncier, nous l'avions ou nous ne l'avions pas, mais en l'occurrence, c'était très difficile, même quand nous l'avions, de faire venir à la fois des bailleurs, à la fois des promoteurs, qu'il y ait, on va dire, des équipes qui puissent s'intéresser à nous. Parce que, bien évidemment, les équipes ont tendance à aller, je suis désolée de le dire de cette façon-là, mais tendance à aller à la facilité. C'est facile d'aller aménager un lotissement, je ne sais pas, moi, 3-4 hectares. C'est beaucoup plus compliqué de construire, on va dire, en dentelle et puis d'organiser pour que les choses se fassent au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous imaginez bien quand il y a un lotissement à l'échelle de la commune de Puceul, on a doublé de population en quasiment 10 ans. On avait un taux de progression au niveau de la population qui était un des plus élevés au niveau du département. Il faut un peu de temps pour que le lien se fasse entre les habitants, entre les nouveaux et les deux souches, comme on dit chez nous, et ceux qui viennent d'ailleurs. Moi, j'étais une étrangère parce que je ne suis pas originaire de cette commune, et je trouve que ça, il faut du temps que le lien se crée. Le sol est important, mais l'homme est important. Enfin, l'homme et la femme, bien évidemment. Mais c'est l'humain. L'humain est au cœur. Et pour que les choses se passent bien entre les hommes et les femmes,
il faut avant tout qu'elle soit bien organisée au niveau du sol. Et je pense que cette thématique-là est extrêmement importante. Donc à l'échelle de la commune de Puceul, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous Mathieu, en l'occurrence je trouve que cette idée de binôme, c'était intéressant de le proposer comme ça, parce que même si ça n'a peut-être pas fonctionné, en tous les cas, la manière dont vous l'approchez, je trouve que c'était intéressant, parce que ce qui était proposé sur une commune, eh bien peut-être que ce n'était pas réalisable sur une, mais peut-être que l'idée pouvait être reprise sur une autre. Et je pense que c'est un peu la tournure que c'est en train de prendre. En l'occurrence, sur les 2 sites comme à Puceul, il y avait un petit lot où il avait été envisagé un atelier vélo et puis peut-être avec un logement attenant à proximité du circuit des 7 étangs que nous sommes en train de construire à l'échelle du territoire intercommunal pour relier les 7 communes entre elles au niveau pratique vélo et au tram-train, bien évidemment, parce qu'on a la chance d'avoir sur la commune d'Abaret une gare qui relie Châteaubriand à Nantes, et c'est extrêmement intéressant pour nous. Mais cette notion de binôme, finalement, moi j'ai trouvé que c'était intéressant avec le recul. Et donc cet espace pour la commune de Puceul, un grand espace en plein cœur de bourg, qui était à l'origine une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, et qui a été délocalisée à l'extérieur et dont la commune a pu se porter acquéreur, ça devait être en 2008 ou 2010, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on a mis un accueil périscolaire, mais après, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et on avait un ancien atelier, on a eu la possibilité d'accueillir un médecin généraliste qu'on a installé dans les anciens bâtiments administratifs, sur la partie bureau, on a un petit peu réhabilité, à peine. Et puis dans la partie atelier, mais ça a été fait de manière successive, on a accueilli un peu contre toute attente, parce que voilà, il s'est trouvé qu'il y a eu un rendez-vous, une compagnie de marionnettes géantes. Alors, la compagnie Paris-Benarès, vous imaginez dans un territoire rural, sur une petite commune de moins de 1000 habitants à ce moment-là, que d'accueillir dans ces locaux, sans demander un loyer, une compagnie de marionnettes géantes, on était un peu... on va dire à contre-courant de tout. Et puis, il n'y a pas eu de contrepartie financière. On a parlé tout à l'heure, on a parlé d'argent, on est parti sur un échange. Ils nous apportaient des animations et nous, en contrepartie, on leur mettait ce local à disposition. Et ça a bien fonctionné. Et puis aujourd'hui, on en est à autre chose parce qu'ils veulent rester sur le territoire. Ils ont en projet d'acheter un bâtiment pour en faire un tiers-lieu. Donc voilà. Voilà la manière dont les choses se sont construites. Merci du témoignage. C'est intéressant parce que finalement Mathieu parle de la manière de tordre le triangle, mais vous nous montrez aussi que finalement dans la programmation, vous êtes amené aussi non pas à tordre, mais à être assez réactif, j'imagine, en fonction des programmes qui arrivent, de devoir... c'est toute la difficulté, je pense, effectivement, dans ces milieux assez ruraux, tout à fait. De pouvoir à un moment donné se réadapter par rapport à des plans guides ou à des possibles leviers qu'on identifie, puis finalement il faut changer de fusil d'épaule parfois, quoi. Complètement, et c'est à tout moment. Et en fait, ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi quelquefois compliqué, c'est quand on est élu, évidemment, on a le temps d'un mandat. Alors quelquefois, les mandats peuvent se suivre, hein, bien évidemment. Et quelquefois c'est aussi intéressant parce que c'est dans le temps aussi, on a besoin d'une certaine continuité, et le travail par rapport au sol, ça se fait sur un temps long, ça c'est extrêmement important, hein. On travaille sur un document d'urbanisme, un PLU, on projette des choses, ça se réalise pas, quelquefois on est surpris d'ailleurs de la manière dont les choses peuvent se concrétiser, et puis d'un seul coup tout arrive. C'est ce que je disais tout à l'heure à Mathieu. On avait mis un emplacement réservé. Ça fait maintenant quasiment... notre PLU date de 2008, à l'échelle de la commune de Puceul. C'est juste maintenant que la propriétaire est venue me voir la semaine dernière pour dire notre emplacement réservé, on est prête à vous le vendre. Il se trouve que c'est un emplacement réservé qui est à proximité effectivement de ce site. Donc on est ravis. La difficulté quand même, c'est que dans l'esprit des élus, on a le temps d'un mandat, c'est 6 ans. En 6 ans, c'est pas toujours évident
d'aller cocher toutes les cases par rapport à la réglementation. Et puis, c'est en permanence, l'intitulé du réinventer, c'est bien ça. Mais quand on se réinvente, c'est pas évident. Il y a un moment où il faut pouvoir se dire stop. On prend le parti pris d'une initiative et on s'y tient. Parce que si à chaque fois on remet le couvert, finalement on n'arrive pas à sortir quelque chose. Oui, le risque c'est de ne pas faire. Ok. Merci. Merci pour ces réponses. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir après dans la deuxième thématique sur ce que vous évoquez. Moi, j'aimerais poser une question à Alexis. Vous analysez dans votre travail de recherche la perte du lien entre des espaces productifs et un tissu urbain. Donc, vous montrez les questions que pose et les problèmes que pose cette déconnexion. Est-ce que vous pouvez revenir sur les outils utilisés dans votre recherche pour faire cette analyse et nous expliquer si oui ou non ces outils peuvent faire démonstration auprès éventuellement des pouvoirs publics et notamment de la ville de Mons qui est votre employeur d'une certaine manière, vous l'avez expliqué dans le cadre d'un dispositif qui s'apparente à la CIFRE. Est-ce que ça peut faire pédagogie auprès de vos interlocuteurs ? Merci. Donc oui, pour les outils que j'ai mobilisés, en fait ils ont été mobilisés en plusieurs temps. Il y a vraiment eu le temps du constat et le temps de l'explication. Le temps du constat, donc il faut savoir que sur la commune de Mons, ils n'ont pas les ressources en interne et il n'existe pas de structure de type observatoire. Et donc, ils n'avaient aucune information sur les dynamiques en cours sur ce type d'objets urbains. Ils n'avaient pas de méthode non plus. Donc moi, comme je l'avais indiqué dans le diaporama, mais j'ai utilisé d'abord le cadastre, de par les natures des parcelles parcellaires qui m'ont permis d'avoir une certaine information, et surtout une lecture sur le temps long. Comme vous l'avez vu dans les cartes que j'ai montrées, donc j'ai pu remonter grâce à cette continuité. J'ai pu remonter quand même à la moitié du 19e siècle, et ce qui permet vraiment d'avoir une dynamique et de voir à un moment donné s'il y a un point de rupture dans la dynamique, qui ici s'apparente au début du 21e. Donc ça, c'est le cadastre. Ensuite, j'ai mis sur une période plus récente, comme vous avez vu aussi, j'ai mobilisé les permis d'urbanisme et donc les archives, ce qui a permis d'identifier d'une part les mutations à l'échelle de l'immobilier et qui n'apparaît pas toujours dans le cadastre, parce que peut-être que finalement le cadastre il va donner une nature principale du résidentiel, alors que derrière ce résidentiel, il y avait peut-être des ateliers en fond de cours, il y avait ce genre de choses qui n'apparaissaient pas dans le cadastre. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et ensuite, pour terminer, j'ai mobilisé ce qui existe chez nous, donc ça, je ne sais pas quel est l'équivalent français, désolé pour cela, mais la Banque centrale des entreprises, qui est liée donc au ministère des Finances, et qui m'a permis en fait de pointer et de rendre visible l'ensemble des activités qui sont sur le territoire, de par l'établissement, donc l'existence d'un établissement, donc de l'activité, mais qui n'apparaît pas au sein du cadastre. Donc typiquement, tous les artisanats qui se font parfois, ne fût-ce que dans un garage ou un atelier qui se trouve, comme je le disais, derrière l'habitation, qui n'apparaît pas au cadastre, j'ai pu le faire ressurgir grâce à ça. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été très intéressant, c'est que j'ai rendu visible quelque chose qui est complètement invisibilisé de par les outils qu'utilisent les aménageurs et les urbanistes au quotidien. Donc ça, c'est une banque de données importante. Et ensuite, après ce constat, j'ai cherché donc l'explication. Et là, je suis parti sur quelque chose une méthodologie beaucoup plus qualitative. D'une part en mobilisant, de par les interviews, mais certaines interviews de type exploratoire, à l'opportunité, quand je croisais des gens qui pouvaient peut-être m'apporter une petite lecture supplémentaire, donc des acteurs de l'immobilier, par exemple. Et ensuite, des interviews à titre vraiment spécifique. Certains élus, donc les élus qui avaient comme pour compétence l'urbanisme, le maire de la ville également. Et donc, voilà, c'est la combinaison de ces deux outils, donc le quali et le quanti, qui m'a amené à pouvoir dresser ce diagnostic et qui, une fois présenté aux élus et aux techniciens de la ville, ont clairement... cette représentation graphique a permis clairement pour eux de se rendre compte de la dynamique. Donc ça, c'était intéressant. Mais en même temps, je sentais que derrière, ils avaient l'air
ils étaient, comment dire, ils étaient contents de pouvoir visualiser une vraie dynamique de territoire, et en même temps, ils s'en doutaient quand même de manière peut-être involontaire. Mais je constate surtout que j'ai beau leur dire qu'ils sont ancrés dans une dynamique d'attractivité et qui est vraiment de volonté de ramener de densifier, de ramener du résidentiel qui va continuer qui ne va pas entraîner de rupture dans la fabrique urbaine. Et donc là-dessus, j'ai l'impression que je suis pas spécialement écouté, armé. C'est vraiment, donc ils sont d'accord avec le diagnostic que je reste, mais eux ne changent pas la manière dont ils veulent construire leur politique. Et donc en fait, il y a vraiment une volonté. Hein, parfois, j'ai l'impression que cette activité dérange et qu'ils ne voient pas du tout l'intérêt de la conserver, alors qu'on parle de milliers d'emplois. Le secteur de la construction, le jour où on n'a plus d'hangars et d'entrepôts pour stocker les matériaux, je ne sais pas trop où ils vont aller. Ça n'a pas l'air de les intéresser, simplement, clairement, hein, les réponses que j'ai, c'est parce que ça a une faible valeur ajoutée dans leur esprit. Mais je pense que humainement et même environnementalement parlant, ce type de secteur est bien plus porteur que d'amener de la pétrochimie ou ce genre de choses. Donc, c'est un avis personnel. Antoine, vous, votre terrain se situe en Suisse. Est-ce que dans ce qui a été présenté, il y a des échos ou des contrastes forts, notamment à propos de l'enjeu de zéro artificialisation ou d'une artificialisation plus économe? Parce que là, on a 3 pays autour de la table, donc ce serait intéressant de voir quelle comparaison on peut faire sur les problématiques. J'essaie de répondre à chaud. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans ces 3 pays et dans l'ensemble de l'Union européenne aujourd'hui, on a des politiques publiques qui tendent vers le même objectif. En Suisse, on appelle ça urbanisation vers l'intérieur. En France, on appelle ça, ou au niveau européen, c'est no net l'intech. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on est, je crois, c'est important de le dire quand même, bien au-delà du paradigme de l'étalement urbain. Ça y est, c'est fini. Il y a des inerties qui sont dues à la planification. Ça ne va pas s'arrêter demain, mais le problème, il est réglé. On ne bouffe plus sur les terres agricoles pour construire la ville. On ne doit plus le faire et on a des outils réglementaires qui vont plus ou moins se durcir sur cette question-là. Et donc, en effet, je crois que les problématiques sol et consommation de sol aujourd'hui, elles se sont déplacées. Et elles se sont déplacées vers des enjeux de requalification urbaine, mais aussi requalification rurale, agricole. Dans les 2 cas, on a peut-être, je le déplorais dans ma présentation ce matin, sans doute tracé une ligne trop dure entre les 2. Moi, je ne suis pas trop pour ça, mais en tout cas, redécouvrir les sols, redécouvrir leur fonctionnalité, c'est indissociable. Et donc, régénérer les sols, c'est indissociable de la requalification des territoires, qu'ils soient urbains ou rural. Et après, c'est vrai qu'on se trouve par contre dans des équilibres, dans des dynamiques entre la quantité de sols disponibles, je parlais de stock ce matin, la performance de ces sols comme ressources, plus ou moins, tous les sols fonctionnent pas de la même manière, ils sont plus ou moins abîmés par rapport à leur fonction originale et tout ça, et puis par rapport aux besoins. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelques enseignements en Belgique, quelques workshops en Belgique, et je me trouvais face à une situation radicalement inverse de celle de la Suisse. Donc, pourtant 2 pays qui ont plein de comparaisons en taille, dans la granularité des entités politiques et tout, mais dans un cas, la Suisse, pas beaucoup de sols fertiles, hein, parce qu'en Suisse il y a beaucoup de glaciers et de choses comme ça, des sols plutôt pas mal, assez bons, pas trop abîmés, mais en très petite quantité et avec énormément de pression foncière dessus. Donc c'est des sols qui valent super cher parce qu'on peut construire énormément dessus. À l'inverse, en Belgique, en tout cas en Wallonie, une déprise industrielle très forte, donc des quantités de sols très considérables, mais par contre très abîmés, et avec une croissance pratiquement nulle, donc une valeur extrêmement faible de ces sols. Donc on est à la fois, on est dans là requalifié, densifié vers l'intérieur et tout, ça veut dire des choses très différentes. Et après, ces équilibres-là, ils vont donner lieu effectivement à des possibilités de projets très très différentes.
Voilà, le degré de performance du sol, son prix, etc., ben, ça donne des pistes, voilà, encore une fois, qui peuvent être super différentes. Je peux reparler de ce... voilà, je disais, la question sol, elle est revenue beaucoup en Europe pour des questions très morphologiques, etc., dans la, disons, la phase post-moderne avec Seki. Mais aux États-Unis, à peu près en même temps, elle réémergeait à Détroit dans des situations de déprise industrielle très forte, avec le... J'aime beaucoup cette expression qui a été formulée par, je ne sais plus si c'est Waldheim ou quoi, mais un de ces urbanistes du landscape urbanism qui parlait du soil scraping, hein, c'est-à-dire comme ground scraping, donc comment on va re-rendre fertile tous ces territoires de Détroit et créer des paysages transitoires en attente d'une croissance qui viendra ou pas. À Détroit, elle est venue, ensuite en Belgique, on ne sait pas si elle viendra un jour. Mais en tout cas, voilà, des paysages de la décroissance, des paysages éphémères, des paysages de la dépollution lente, des usages qu'on peut trouver à ces sols ou des fonctionnalités qu'on peut trouver à ces sols parfois inattendues. Hein. Sur ces sols-là, on ne peut pas faire bouffer de la bouffe qu'on va manger, mais peut-être qu'on peut faire pousser des plantes qui vont être utilisées pour des médicaments. On peut faire parfois de la récupération de ce qui est considéré comme une pollution, mais qui peut devenir parfois des matériaux de métaux rares ou des trucs comme ça qu'on peut récupérer avec des plantes. Donc bref, des stratégies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire dans d'autres situations où il y a des pressions foncières très fortes. Donc voilà, c'était pour parler. Et puis le thème de la déprise agricole et de la requalification agricole qui était abordé aussi par MIT, c'est des pistes de projets encore super différentes, quoi. Pour revenir sur donc, la question qui m'avait été posée, mais ce que j'ai bien apprécié, c'est le thème vient d'être sorti, c'est le mot projet. Et en même temps, par rapport à la question qui m'avait été posée, ce qui me paraissait important quand je présentais mes résultats que ce soit aux élus ou aux techniciens, c'est qu'en fait les techniciens se sentaient complètement dépourvus parce qu'ils sont cadenassés dans un cadre juridique avec des marchés publics, avec tout un mécanisme derrière très très lourd. Et donc ces techniciens étaient, donc, comme je disais, complètement dépourvus, ils ne savaient pas comment agir. Et c'est là que je trouvais ça hyper intéressant, entre autres, d'avoir des architectes, par exemple, comme Thibault l'a exprimé ici, des architectes, des urbanistes qui arrivent avec de l'originalité, de la créativité dans le montage de projets. Qui permet, ça va peut-être faire le lien aussi avec la session, la table ronde juste avant, mais qui permet finalement peut-être parfois de contourner le processus habituel. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Vas-y. J'ai pas juste un truc. Parce que c'était quand même. Moi, j'ai beaucoup apprécié les démarches de projets, notamment qui étaient présentées par l'atelier Georges et toutes les pistes à différentes échelles et tout ça. Ce serait peut-être intéressant quand même pour comprendre à quel point c'est bien de comparer avec aujourd'hui. C'est quoi disons le consensus sur prendre en compte les sols dans la planification urbaine. Aujourd'hui, c'est, je l'ai dit un peu ce matin, faire des cartes de la qualité du sol avec des indices de fonctionnalité et puis ensuite mettre en place ce qu'on appelle cap and trade, donc des maximums et puis ensuite des processus de négociation et de peser des intérêts. Donc aujourd'hui, on pense que prendre en compte le sol dans l'aménagement du territoire, c'est de faire de la pesée des intérêts. Donc, entre un mal et un mal, comment on fait le truc et ça ne va pas vraiment beaucoup plus loin. Et puis, ça va être de la compensation à la parcelle. Alors, je construis une autoroute là sur une zone humide, donc je vais recréer une zone humide là. Bon. Et en fait, à mon avis, c'est voué sans doute à des résultats mitigés, voire des échecs, pour deux raisons. D'abord, parce quand on va vraiment rentrer dans le détail et avoir des outils opérationnels, on va avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord sur ce que c'est que les indices de qualité. C'est pas du tout si facile que ça, et en général, ça marche pas bien. Et la deuxième raison, c'est qu'on fait pas de l'aménagement du territoire en faisant de la pesée des intérêts. Et on fait pas de la politique en faisant de la pesée des intérêts. On fait de la politique en ayant des logiques systémiques profondes, intelligentes, circulaires aujourd'hui, avant elles étaient autrement, etc. Et c'est faire les bons diagnostics, comprendre les bonnes logiques qui permettent de faire des projets qui soient acceptables pour les gens. Et donc, voilà. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est absolument pas là aujourd'hui, ni dans les écoles, ni dans la recherche, ni dans la politique.
Merci pour cet atterrissage très concret sur l'état des lieux. On donne la parole à la salle pour une question, une réaction, si elle le souhaite. Oui ? Alors, Adèle. Il y a une main qui s'est levée, là. Maëlys, au milieu. Merci. J'étais surprise d'entendre que le stop béton, c'était encore en vigueur, parce que j'avais bossé avec des Wallons et justement, alors on trouvait ça trop marrant. Les Belges, ils ont mis stop béton, c'était vraiment on arrête tout, alors que les Français, c'était on artificialise mais on compense. Donc on avait déjà deux approches différentes, et sauf qu'après, les Wallons se sont dit mince, mais en fait, on ne peut pas faire stop béton, c'est trop fort. Donc on va arrêter de dire stop béton. Et donc là, je m'interroge sur ce truc-là. Et après, j'aimerais beaucoup que ton paradigme de on arrête de consommer de la terre agricole et tout ça, c'est terminé, c'est derrière nous, fonctionne. Et quand on voit mois d'août, loi climat, on fait enfin le ZAN, alors à minima. Et puis quelques semaines après, c'est les 40 ans du TGV. Et on va relancer la jonction Bordeaux-Toulouse avec 1 km de ligne à 33 millions d'euros. Sur de la terre agricole. Donc, en fait, les communes, elles vont faire des efforts pour se creuser le cerveau pour leurs petits ânes, et derrière, l'État, à coup de DUP, va mettre des lignes à grande vitesse. Donc, Maëlys, on rentre dans le débat de demain, mais c'est bien. Sur le ZAN, dans les territoires tels que le Livradois. Non, donc... il ne faut pas se tromper entre flamand et wallon. Donc, il y a eu deux dynamiques. En Belgique, les tout premiers à s'être positionnés là-dessus, c'était les flamands, qui avaient eux, ils disaient pas stop béton, mais ils disaient béton stop, pour l'anecdote. Et ensuite, en fait, ils se sont rendus compte que c'était très compliqué de venir retirer déclassifier des sols constructibles. Ça allait coûter beaucoup trop cher aux collectivités par la spéculation foncière. Le propriétaire qui détient du foncier en zone constructible, allait lui dire demain il est agricole, il ne va pas être content. Et du coup, dans un second temps, ils se sont retirés et ils sont en train de reconstruire leur politique, ils sont en train de prendre des décisions, là ça bouge beaucoup. Mais après, nous, en parallèle, en Wallonie, donc c'est bien acté dans le schéma de développement territorial, il y a des objectifs. Donc là, on tourne plus ou moins à une consommation de 12 km² par an de territoire, en moyenne. L'objectif pour 2030, c'est de revenir à 6 et de terminer à 0. Mais c'est vrai que notre grande force, comme ça a été mentionné, c'est qu'on a plusieurs milliers d'hectares de friches. Et donc ça, c'est une vraie ressource qui va être mobilisée et qui va permettre de nous atteindre les objectifs. Mais donc le stop béton, c'est toujours un objectif très clairement identifié qui est à l'origine de la politique et qui d'ailleurs ici a encore été remis en avant et qui continue à être questionné. Ils sont en train de travailler sur le côté opérationnel, qui est très complexe derrière. Mais de par les inondations qu'on a connues sur Liège, il y a beaucoup d'endroits où on n'aurait pas dû construire. Enfin, c'est la conclusion qui ressort à certains moments. Et donc, il y a toute cette politique du stop béton qui a été de toute façon très clairement remise en avant par le politique en disant « vous inquiétez pas, on est en train de travailler sur la question, ça doit arriver ». Mais à mon avis, il y a quelques petits mécanismes opérationnels qui bloquent quand même. Mais c'est toujours d'actualité. Merci pour ces échanges qui introduisent effectivement le débat de demain. On va essayer de passer au thème, au deuxième thème qui est de nos échanges, qui est celui des jeux d'acteurs et de la résolution du projet de sol à multiples échelles et sur la façon dont ces jeux d'acteurs s'articulent à ces différentes échelles ou non. Ce sera l'occasion pour nous de revenir effectivement sur le choix que vous avez fait de sortir du périmètre Scott. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel diagnostic et de quelle expérience résulte ce choix ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez opéré justement la sortie et ensuite articulé votre démarche ? En fait, nous étions dans le périmètre du Scott, du pays de Châteaubriand, donc nord de la Loire-Atlantique, depuis 2009. Les contours avaient été dessinés, mais nous, à notre échelle, puisque nous sommes traversés par la RN 137, l'axe Nantes-Rennes,
donc qui nous apportait déjà effectivement beaucoup de nouvelles populations, et tant mieux, hein, puisque l'un travaillant sur Nantes, l'autre travaillant sur Rennes, on est quasiment à l'intersection en termes de choix et puis d'accession à la propriété, au foncier, hein, tout simplement. C'était extrêmement intéressant. Donc nous, sur le territoire de Nozay, voilà, on était sous l'influence de ce développement, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça nous a beaucoup aidé aussi au niveau de nos communes. Et en parallèle, sur le secteur de Châteaubriand, un peu plus au nord, ils ne connaissaient pas ce développement-là. Et nous, on considérait au niveau des élus du secteur de Nozay que finalement, on était complètement en décalage par rapport à ce que l'on vivait concrètement. Et à ce moment-là, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'avait pas encore été, on va dire, annulé ou arrêté, stoppé. Donc, on n'était pas non plus tout à fait en phase, et on considérait que le SCOT, le territoire du SCOT, du coup, ça n'était qu'une coquille vide. Les contours avaient été dessinés, mais dedans, il ne s'y passait rien. Moi, par exemple, commune de Puceul, c'était sur une période, j'ai connu cette période 2008, 2012 jusqu'à 2015, où on avait une arrivée importante de population, et il fallait prendre les choses en main, quoi. Il fallait commencer à s'organiser et de se dire, ben voilà, est-ce qu'on continue à accueillir de la même façon? Enfin, il y avait de vraies discussions à engager, mais c'est aussi bête que de non-relations entre élus. C'est malheureux de le dire comme ça, mais en fait, ça a été le constat de ça. Donc nous, forts de ce constat, on est restés soudés et on a dit, on se retire. Ça pétait rien, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Effectivement. Par contre, ça nous a vraiment soudés. Ça nous a vraiment soudés parce que derrière, voilà, hein, on n'avait pas le choix. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'avait pas le choix que de s'entendre. Étant une petite entité, si on n'était pas capable de s'entendre, on finissait par crever tout seul. Donc ça a facilité votre engagement dans le programme. Exactement. Et pour le coup, au sortir de ça, je me souviens d'une rencontre avec le préfet de l'époque qui, donc on s'intéressait, on regardait peut-être de l'autre côté, nos voisins d'à côté, le territoire de la communauté de communes de Blain, où ils sont à peu près le même nombre d'habitants, hein, ils doivent être arrivés à 18 000, mais seulement 4 communes. Et eux, par contre, avaient intégré, mais pour des raisons d'hommes et de femmes, hein, c'est exactement la même chose, hein, avaient intégré le territoire du SCOT métropolitain. Donc, leur prétexte pour dire on pourrait fusionner, mais il faudrait que vous puissiez venir dans le SCOT métropolitain. Donc, moi, j'avais fait la démarche d'aller rencontrer Madame le maire de Nantes, présidente de l'AGLO. Qu'est-ce que ça allait apporter que de rentrer, si ce n'est que la part du gâteau allait peut-être être un peu plus, on va dire, un peu plus réduite s'il y avait l'arrivée de Notre-Dame-des-Landes. Et puis les choses ne se sont pas faites comme ça. Et on n'a aucun regret, effectivement, de ne pas avoir intégré, parce que de toute façon, on n'avait pas d'intérêt, nous, à intégrer le SCOT métropolitain. On voulait rester tel que nous étions, on était en phase avec ce que nous sommes, c'est-à-dire un territoire rural. Il ne s'agissait pas d'aller se prendre pour des urbains, ce que nous ne sommes pas. Ce territoire rural, on voulait le conserver et puis on y est bien. Pour autant, on ne voulait pas s'y perdre non plus en termes d'identité. Et c'est un peu ce sentiment-là qui a fait force de conduite et puis d'aller démarcher pour un projet de territoire. Et à partir de là, eh bien, j'ai envie de dire, ça nous a construit, on a affirmé notre identité, on a surtout affirmé ce que nous voulions et ce que nous ne voulions pas. Je ne sais pas si j'ai... Oui, ça nous est clair, c'est très bien. Parfaitement. Mais aujourd'hui, ça nous quand même, j'ai envie de dire, plus que ça nous engage, ça nous pénalise aussi d'une certaine façon, parce que quand on en revient au droit du sol, on est confronté, n'ayant pas de territoire de SCOT, donc de documents supra, tous les projets sont obligés de passer par la CDPENAF. Et c'est pas simple. Alors que dans la loi, le SCOT n'est pas obligatoire. Eh ben oui, mais il n'empêche que c'est un avis.
Et quand la CDPENAF rend un avis négatif, ça passe pas. Peut-être qu'on pourrait définir la CDPENAF, parce que je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Merci. Une commission consultative qui rend des avis sur les projets quand ils consomment de la terre agricole. C'est ça. Exactement. Et avis simple, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoirement suivi. Oui, mais bon. Exactement. Et puis on a des services quelquefois de l'État qui ne rendent pas tout à fait les mêmes avis selon les régions, selon l'importance des sujets. D'accord. Mais ça nous complique quand même un petit peu la vie, quand même. Oui. Oui, mais quelquefois, on a envie, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous savez, la notion de zéro artificialisation nette, aujourd'hui, nous, c'est vécu comment dans les territoires ruraux? On est d'accord qu'il faut les préserver, ces espaces agricoles, bien évidemment. Sur le territoire de la communauté de communes de Nozay, c'est 95% du territoire. Oui, on est d'accord. Mais aujourd'hui, ce sont des concepts... Nous, au-delà d'un concept, il y a de vrais enjeux, bien entendu, mais aujourd'hui, on a le sentiment aussi d'être un petit peu pénalisé dans la mesure où nous, on a essayé de faire attention justement à cette urbanisation à Entours. Si je prends l'exemple de la commune de Puceul, PLU de 2008, aujourd'hui, on est rentré dans une démarche de PLUI, ça y est, on est dedans à l'échelle de l'Interco. En termes d'ouverture de droit à l'urbanisation, finalement, c'est 50% de ce que nous avons consommé aujourd'hui. On a fait l'effort de réduire et finalement, aujourd'hui, on se retrouve d'une certaine façon pénalisé puisque ce sont ceux qui ont le moins consommé qui se retrouvent à avoir le moins de droit à l'urbanisation. Voilà. On va parler de ça demain, notamment, je pense un peu. Oui, vous parliez de comment, un des enjeux, c'est vraiment la préservation et le renouvellement de votre identité rurale. Vous disiez que c'était une spécificité à laquelle vous teniez très fort. Et dans ce cadre-là, on sent que le programme Réinventer Rural, finalement, a été peut-être un moyen de traiter cette question-là. Et on aura une question à Georges. Ce programme, c'est un programme qui est à la fois ambitieux et modeste, c'est-à-dire qu'il est ambitieux dans le fond, mais il est modeste dans les moyens. Et il semble que vous ayez néanmoins inventé une méthode de co-conception qui réinvente les rôles entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, qui soit assez originale pour essayer de conserver une certaine qualité de projet, une qualité d'habiter. Est-ce que vous pouvez revenir, ou tu peux, parce qu'on se connaît, revenir dans le détail, ou en tout cas évoquer quelques éléments assez concrets de la manière dont vous avez réussi, dans le cadre de ce programme, à tenir cette ligne qualitative pour le projet? Oui, alors quelques éléments, effectivement. Nous, on a répondu à un marché public lancé par la communauté de communes qui cherchait un assistant à maîtrise d'ouvrage pour les accompagner dans cette réflexion qu'ils avaient issue de leur projet de territoire sur l'habitat innovant. C'était ça les données d'entrée. Ensuite, quelle forme ça allait prendre, c'était ouvert. Mais quand même, il y avait quand même cette idée d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt qu'on a connu dans les métropoles, en disant est-ce que c'est pertinent chez nous, dans un milieu rural, sous quelles conditions? Il y avait beaucoup de questions. Et donc c'est vrai que on a présenté notre approche, on a été retenu et on a commencé à travailler ensemble en se disant on n'est pas en métropole, donc les appels à projets urbains de type Réinventer Paris, toutes les conditions ne sont pas réunies, et puis tant mieux, parce qu'il y a plein de biais, on commence à avoir des retours un peu d'expérience, et il y avait aussi lancé sur le territoire, c'était l'équivalent d'un c'était un Réinventer périurbain aussi, il me semblait, qui était porté par le pôle métropolitain en même temps, donc tout le monde est en train de réinventer, quoi. Donc nous, on s'était dit, déjà, on va faire un travail de vocabulaire. Je me souviens, les premières réunions, c'était le mot réinventer, c'est important, le mot rural, c'est important, qu'est-ce qu'on lance exactement et sur quelle base? Et donc, on a très vite vu qu'il y avait des bases foncières portées par les collectivités, donc une maîtrise foncière publique. Donc là, c'était un premier élément intéressant, parce que le premier inventaire périurbain du pôle métropolitain, c'était des terrains privés, des fois à Blain, je crois que c'était une propriété Enfin voilà, c'était pas... Donc, maîtrise publique et de sites intéressants de réhabilitation urbaine, de réparation urbaine, en même temps qu'effectivement un peu d'extension, mais qui avait été
prévues dans les documents. Donc, ce n'est pas des nouvelles zones, c'était des zones... Voilà, donc maîtrise foncière. Et donc, on s'est dit, bon, on peut lancer un appel à projet. Donc, à qui on s'adresse? Donc ça, c'était des longs débats, des longs échanges en disant, bon, voilà, chaque élu commençait à intégrer le fait qu'on allait lancer un appel en qualifiant les sites, mais sans dire grand-chose, parce que sinon, ça allait être un marché qualifié en marché public. Ce n'est pas un marché public, c'est une vente foncière. Et donc, certains élus nous disaient, mais est-ce qu'on va intéresser du monde? On n'est pas sûr. Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Est-ce que des gens vont répondre? Parce que déjà, on galère pour avoir un lotisseur intéressant, mais il n'est pas bon, donc on ne veut pas. On a des bouts de trucs, mais vous êtes sûr qu'en lançant un appel comme ça, il y a des gens qui vont répondre. Donc il fallait clarifier les sites. Donc on a fait système de sites, on a présenté ça au Forum des projets urbains à Nantes, voilà, pour raconter comment ça se passe. On a qualifié les prix. On a donné les prix de chaque site en disant voici le prix. Vous avez défini les angles du triangle. Voilà, exactement. On a clarifié ça en disant bon, le triangle opérationnel, c'est celui-là. Et plus le projet est ambitieux, plus le prix peut. Enfin, les communes sont ouvertes à, en fonction du projet, ajuster les choses. Et donc, tout de suite, on a aussi donné des rémunérations aux équipes qui n'étaient pas retenues, en essayant de compenser tout, en tirant les leçons des réinventés. Voilà. Voilà, et donc ça a été lancé et on a eu quand même des très belles réponses, avec des fois sur certains sites plus de 4 réponses. Le site du garage Toulouse à Nozay qui a eu un grand succès quand même, un garage un peu pollué en centre-ville, face à la mairie. Plus de 4 réponses, je crois qu'ils étaient presque 5. Il y a eu un site où il n'y a eu personne, mais sinon il y avait au moins deux équipes. Et donc des auditions ont découlé, et c'était des équipes extrêmement pointues, fortes de propositions, avec souvent des jeunes équipes de maîtrise d'œuvre, de Rennes, de Nantes. C'est pas allé au-delà, il n'y a pas eu de Parisiens qui ont débarqué, c'était vraiment local, et aussi beaucoup d'associations locales, ou alors je pense à une famille Un Toit, des associations qui étaient connues à Copa, qui étaient connues, mais qui n'étaient pas légitimes pour porter un projet. Là, elles se sont légitimées parce qu'elles ont fait un projet, des propositions, il y a eu des auditions, les élus même se sont mélangés dans les jurys sur la commune d'à côté. Voilà, c'était pas juste son élu, juste un élu, sa commune. Il y a eu des jurys, il y a les paysagistes et architectes conseils de l'État qui étaient partie prenante dans tous les jurys aussi, donc ça a fédéré, effectivement. Et puis après, tous les partenaires, la région, le département, pour cofinancer et cofinancer les innovations qui allaient sortir de tout ça. Et donc, il y a eu des lauréats. Ceux qui n'avaient pas été lauréats, ils ont été indemnisés. Sur chaque site, donc sur chaque site. Il y a une commune pour laquelle il n'y a pas eu de... Oui, l'Agrigonnet, voilà. Parce que la commune avait aussi un niveau d'exigence. Oui, voilà. Ah non, ça ferait là-dessus. Effectivement, il y a une commune où il y a eu 0 réponse, et il y a eu une commune, la commune de Saffré, où les 2 réponses, c'était pas au niveau. Clairement, c'était des aménageurs qui reprenaient les ficelles d'avant. Ils n'avaient pas compris qu'on était dans un autre type de commande. Ça a été dur, mais on n'a pas donné. Alors là, c'était difficile parce que les élus, c'est dommage, si on les prend, on n'est pas sûr de pouvoir les tirer quand même. On regardait, là, on voit vraiment pas comment ça peut être intéressant par la suite. Et donc, 0. Donc, ça a été dur de la part des élus de se dire pas de lauréat. Donc, il y a comme une espèce de challenge entre nous. Eux, ils vont avoir une réponse, ça va avancer, et puis finalement, nous, on ne va pas en avoir. Donc c'est un peu c'est renoncer, c'est choisir. Et finalement, ça a été courageux de la part de la commune de Saffré. Et puis pour la commune de l'Agrigonnet, on a relancé. Et là, maintenant, c'est en cours, j'ai envie de dire. Et ça se passe plutôt bien. Je vois qu'Antoine doit nous quitter, donc merci d'avoir participé. Je sais que vous avez des contraintes. Du coup, ce programme continue aujourd'hui. Pour le moment, pas encore. Il n'y a pas encore une réalisation qui est vraiment lancée. Peut-être sur la commune de Vey, pour le coup, qui va être la première normalement. Donc un aménagement, un gros travail avec un lotisseur. Qui a été poussé un peu dans ses retranchements avec des espaces définis différemment, avec des espaces de collectifs, et vraiment poussé aussi en termes d'aménagement. En tous les cas,
pour nous, communes rurales, avec des approches complètement différentes, à la fois sur la manière de construire et puis à la fois sur l'organisation. Donc VEI, normalement, devrait sortir très bientôt, et Madame le maire était très agacée, pas plus tard qu'avant-hier, puisqu'il y avait encore les fouilles archéologiques à passer. Donc, qui retardait son projet. Ok. Ouais. Il faut fouiller le sol un peu quand même. Elle était un peu inquiète par rapport à ça. Très bien. Merci pour ces témoignages. Il est 18h, donc on s'était dit quand même qu'on se donnait une deadline. Est-ce que quelqu'un a une dernière question éventuellement qu'on peut prendre, mais on peut s'arrêter là aussi parce que je pense que le débat était intéressant et plutôt bien conclu. Oui, Xavier ? Attends, on va te passer le micro parce que comme on enregistre, c'est bien qu'on puisse entendre très clairement. Donc Xavier Guyot. Oui, sur les propositions que vous avez eues sur chaque commune, qui sont les gens qui proposent? Enfin, quel type de projet? Ça reste pour moi un petit peu mystérieux. Oui, c'est vrai qu'on ne voulait pas trop en parler du inventaire réel, mais vous pouvez aller sur le site de la communauté de communes, vous allez voir tous les projets. Il y a eu des communiqués de presse, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse qui décrivent les projets. En gros, on est sur une multitude de projets différents. On est sur des projets portés par des équipes d'architectes, dont les opérateurs comme Acopa sont en deuxième rideau. Et donc là, je pense à la ville de Puceul, notamment, où c'est les architectes qui ont allé chercher l'opérateur qui convenait au site. Donc ça, c'était intéressant de montrer que l'architecte arrive à monter des équipes un peu, qui parlent d'argent, qui chiffrent les choses, qui trouvent des équilibres. Et donc ça, c'était super. C'est une équipe de Rennes. Ensuite, on a eu des associations de type Une famille, un toit, par exemple, sur l'hébergement de personnes en grande fragilité, sur la réhabilitation de la poste en face de la mairie de Tréfieux, et aussi du corps de ferme juste à côté, avec mixité des personnes âgées. Voilà. Ensuite, on a eu un petit opérateur qui est en train de se créer, qui s'appelle l'association Koyo, sur de l'habitat intergénérationnel. Ça, c'était à Abarré, donc en lien avec Habitat 44, le bailleur, mais là aussi, c'est difficile. Là, en ce moment, il y a des difficultés de montage, mais on espère pouvoir aboutir quand même. Ensuite, sur la commune de Vey, le site qui va partir plus vite, là, il y a eu un aménageur classique qui s'appelle Nexity Foncier, qui était parti avec une équipe nantaise, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Sinopia. Voilà. Et là aussi, ils ont joué le jeu, quoi. Donc, ils ont joué le jeu de lancer, de faire une partie un peu classique, mais l'autre partie, habitat groupé, très, très structuré, avec des constructeurs bois, avec une mutualisation du parking, des zones, créer beaucoup d'espaces publics, la gestion de l'eau. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être différents. Et là, sur les prochains sites qui ont été relancés, donc à Safré, qui avait retenu personne, et à l'Érigonnet, où il n'y avait eu aucune réponse, là, on est avec un autre aménageur qui s'appelle Viabilis, qui a été retenu, avec une équipe aussi d'architectes et de paysagistes très engagés, très investis sur on commence par l'espace public et ensuite on voit ce qui reste pour pouvoir que ça soit habité. Et sur la commune de l'Agrigonnet, où c'est l'équipe portée par l'architecte qui a retenté et qui a été sélectionnée parce qu'ils ont fait une très bonne réponse sur le site du château notamment. Voilà. Donc on est voilà, les différents types de projets, mais je vous invite à aller voir effectivement sur le site internet, vous avez le détail, les images, le programme de l'ensemble. Il y a peut-être une chose quand même qu'il est important de préciser, c'est qu'on a essayé, toujours en travail avec l'atelier Georges, c'est toujours de se dire, voilà, à tout moment ça peut s'arrêter. Et ça, c'était important dans la manière de concevoir les choses, puisque les élus ne voulaient pas se sentir pris au piège de telle ou telle solution. Par exemple, à Puceul, on a eu une réponse effectivement d'une équipe, architecte, urbaniste, voilà, qui était pluridisciplinaire. Il y a eu des propositions et voilà, aujourd'hui on en est là. On a dit bon ben d'accord, dont acte. On a rémunéré les prestations par rapport à la proposition qui a été faite. Et aujourd'hui, on en est au stade. Voilà, il y a eu plusieurs prestations, ça a suscité du débat. On n'est pas sûr de ce qui se fera, mais en l'occurrence, ça nous a apporté plein d'idées en termes de faisabilité. Et ça, c'est extrêmement important parce que les élus ne voulaient pas se sentir pris au piège
de telle ou telle solution. Et prendre le temps de Voilà. réflexion. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à construire, à bâtir, de dire à tout moment ça peut s'arrêter. Mais par contre, je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue des élus, c'est que ça ouvre un champ des possibles. Alors après, c'est pas toujours facile parce qu'à un moment, il faut peut-être aussi arrêter de phosphorer et puis de se dire bon ben allez, on y va. Il y a ça qui semble effectivement très intéressant, mais si on part sur telle autre solution, eh bien on aura des problématiques d'équilibre au niveau financier ou en termes d'aménagement, on n'en est pas encore à ce niveau-là, et on se laisse le temps aussi que ce soit évolutif. Je pense que ça, c'est quand même important de se dire qu'à tout moment, voilà, ça peut s'arrêter. Et puis, on ne se quitte pas fâché. Hein. On se dit, bah voilà, les choses sont prévues à l'avance. C'est peut-être ça qui est le plus difficile, finalement, à travailler. Juste pour préciser, c'est qu'une fois qu'ils sont lauréats, les équipes, ils ont 3 ateliers avec les communes où ils font ce travail qui est effectivement rémunéré. Et au bout des 3 ateliers, c'est la commune qui décide sur quel programme elle part. Est-ce qu'elle part vraiment ou est-ce que ça évolue? Donc là, on en est là sur Puceul. Hein, je crois que les 3 ateliers ont eu lieu. Ah oui, des fois c'est vif, mais vous imaginez des élus en conseil municipal où des équipes arrivent avec des maquettes. Je m'en souviens de la réunion avec la maquette. Les élus étaient sidérés qu'on fasse une maquette de leur territoire et qu'ils puissent arriver à se projeter comme ça. On arrive à des niveaux de qualité de proposition qui sont quand même vraiment intéressantes. Et après, il faut que les élus aient le temps de comprendre une coupe, une axonométrie, une maquette. Ça ne comprend pas aussi facilement que ça. Donc, c'est vrai qu'il y a le temps de la maturation et ça, il est très important. Donc, on essaye de le respecter. Au début, on a voulu aller trop vite dans le réinventer, le cahier des charges. On poussait un peu. Après, on s'est dit, oula, on fait le tour de tous les conseils municipaux pour expliquer ce que ça peut être, parce que sinon, ça allait... Et puis la DDT nous avait dit aussi, il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite. Bon, ok, très bien. Dans l'opérationnalité aussi, il faut prendre le temps. Voilà. Très bien. Victoria, tu veux poser une question? Puis après, on s'arrête. Donc, Victoria Mur-Ravo. Ouais, j'avais juste une question en termes de financement. Est-ce que les équipes qui arrivaient, alors je me doute que pour des promoteurs comme Next City, ils ont l'habitude de montage de ce type, mais pour des associations, est-ce que vous les avez accompagnés pour un peu, en termes de financement, monter le projet en tant qu'AMO, ou est-ce que c'est plutôt la Comcom qui a assuré ça, ou est-ce qu'ils n'ont pas été accompagnés? Alors, en fait, nous, on était une équipe, il y avait Atelier Georges. Ensuite, on était avec Stéphane Lecaroux, qui était un expert en montage opérationnel. Et on était aussi avec une agence en relations presse, justement, pour communiquer. Et donc, là-dessus, chaque atelier, une fois que l'équipe est sélectionnée, c'était des ateliers de travail. Donc, l'atelier numéro 3, qui était celui sur le montage opérationnel, il y avait Stéphane Lecaroux qui était là et qui aidait. Enfin, on essayait de trouver des solutions. En fait, on était tous ensemble. C'est pour ça que ça rénovait un peu le côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. On était tous ensemble autour d'une table à essayer de trouver des solutions au projet. L'idée est là, les élus sont d'accord. Maintenant, comment la mécanique s'enclenche? Des fois, on trouvait, des fois, on ne trouvait pas. Là, sur Abarré, il manque l'atelier 3 parce qu'on n'arrive pas à trouver. On ne veut pas le programmer tant qu'on n'a pas des pistes au moins un peu sérieuses. Donc, on le retient un peu, l'atelier 3. Mais voilà, on travaille ensemble. Et puis après, la communauté de communes a fait un très gros travail aussi de mobilisation de tous les partenaires. Par exemple, sur le garage Toulouse, on n'avait pas de foncière pour porter le foncier. Dans la transformation, c'était un bail à réhabilitation. Et là, il y a une agence, ils sont labellisés Petite Ville de Demain. Et là, l'État crée ce genre de structure. Donc, on a trouvé en cours de route la bonne structure. C'est pas pour ça que ça a abouti pour l'instant. Mais bon, sur d'autres sites, on essaye de mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions tous ensemble, parce que c'est que comme ça que ça peut avancer, avec des négociations foncières aussi, où certains terrains sont partis à 1 euro direct, parce que ça allait très vite pour que le montage puisse voir le jour. Voilà, donc on est tous ensemble à essayer de trouver. Merci Mathieu. Je vous propose qu'on s'arrête là, qu'on prolonge les débats plus tard, puisque la soirée se prolonge. Il y a une petite heure là où il y a quartier libre, on va dire, je crois. Il me semble qu'on peut se retrouver au restaurant Les Copains à partir de 19h30, je pense, hein, c'est ça. Et puis, j'en profite pour vous dire aussi, donc demain, on a les visites le matin. Alors, il y a 3 options.
qu'on a laissées ouvertes. Pour le moment, il me semble, dans les listes qu'on avait, au vu des retours de chacun des participants, que c'était globalement assez équitable. Il y a un certain nombre de personnes qui ont plutôt choisi de suivre la session ruralité chinoise, certains qui ont choisi de suivre le parcours à Ambert. Donc le parcours à Ambert, rendez-vous à 9h15 sous les arcades de la mairie. Et puis il y a un parcours proposé à Job, plutôt sur la question des communs, avec un départ en bus à 9h, contrairement à ce qui est écrit dans ce petit papier que je vais vous donner ce soir, 9h devant la salle Ambert en Seine, en tout cas sur le parking. C'est le bus qui descend de Saint-Amand-Roche-Savine et qui ensuite ira à Job. Voilà, mais ce soir, lors du repas, je passerai vers vous et en fonction de là où vous vous êtes inscrit, si vous faites les promenades, je pourrai vous donner ce petit recto verso avec le petit laïus et surtout le parcours proposé. Voilà. Donc à plus tard chez les copains et à demain pour ceux qui restent. Merci.